Si vous étiez pris au piège dans un bar entouré d'un gang impitoyable qui veut vous assassiner, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les skinheads dans Green Room. Pat vient de se réveiller dans des circonstances étranges. Son compagnon de groupe Tiger s'est endormi au volant la nuit dernière et il a embouti leur van dans un champ de maïs. Le véhicule a tourné toute la nuit et le réservoir est complètement vide. Pendant que Rhys décharge le van pour pouvoir le remettre sur la route, Sam utilise son GPS pour trouver la source d'essence la plus proche. Elle et Pat parcourent plus de 17 km à vélo jusqu'à la ville la plus proche et ils volent de l'essence dans un SUV garé près d'une patinoire. Ils ont apporté leur propre kit de siphonnage, qui est apparemment quelque chose qu'on peut acheter pour 20 $ en ligne. Une fois le bidon d'essence rempli, ils retournent au van, le poussent sur le bas-côté et reprennent leur route. Au crépuscule, ils atteignent enfin la ville et rencontrent Tad, un DJ de la radio punk locale. Il a organisé leur prochain concert et les laisse dormir chez lui pour la nuit. Le groupe décide de se détendre en buvant quelques bières en espérant qu'ils se produiront dans un endroit décent. Le lendemain matin, Tad les interviewe pour son émission. Il lui explique qu'ils ont l'intention de faire en sorte que leur groupe The Ain't Rights reste peu visible et difficile à trouver. Ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux et ne font pas de pub pour leur concert. Pat dit que rien n'est comparable à un spectacle en direct et que c'est la seule chose pour laquelle ils vivent. Tad leur annonce que le concert prévu est tombé à l'eau, mais qu'il a organisé un concert de remplacement dans un restaurant local pour les clients du brunch. Le groupe n'est pas content de cette nouvelle, alors comme il n'y a pas d'autre option, ils font un set au restaurant, et ça se passe aussi bien que vous l'imaginez. Après une prestation misérable, le groupe est furieux contre Tad, et au moment où Tiger s'apprête à lui mettre une raclée, le gars lui propose un autre concert, cette fois dans un bar skinhead punk à l'extérieur de Portland. Ils ne sont pas sûrs de vouloir y aller, mais Tad les rassure en leur disant que tant qu'ils garderont la tête baissée, ils auront assez d'argent pour conduire jusqu'à la côte est sans siphonner d'essence. Malheureusement, garder la tête baissée sera plus facile à dire qu'à faire. Le lendemain, ils arrivent au bar isolé et se retrouvent au milieu de skinheads en sueur. Et pour ne rien arranger, l'enseigne à l'extérieur a même mal orthographié le nom de leur groupe. L'ambiance est tellement exécrable que même Daniel, le cousin de Tad, semble vouloir se battre avant même qu'il n'ait franchi la porte. À l'intérieur, c'est pas beaucoup mieux. On peut pratiquement sentir l'odeur de la haine d'ici. Gabe, le gérant du bar, les escorte jusqu'à une salle verte où il y a un drapeau confédéré au mur et un paquet d'autocollants à décoller. On se demande qui est leur grossiste. Pat décide de faire une farce à la foule. Sur scène, il commence le concert par une reprise d'une chanson des Dead Kennedys destinée à contrarier tout le monde dans la salle. Ok, c'est vraiment courageux mais aussi vraiment stupide. Une seule personne sait qu'ils sont venus dans ce bar au milieu de nulle part, et c'est Tad, qui est lié à un des voyous présents. Ces musiciens sont livrés à eux-mêmes et entourés de gens qui ne cherchent qu'une excuse pour devenir violents. Si c'était moi, j'aurais pas accepté ce boulot. Mais comme ils l'ont déjà fait, je jouerais le set le plus difficile et le plus rapide de ma carrière. Et je me tirerai d'ici avant que quelqu'un ait le temps de me sauter dessus. On sait déjà qu'il va y avoir des problèmes avant même qu'ils n'entrent dans la salle. Il y a clairement des skinheads qui traînent dans le bar et il y a des signes d'iconographie extrémiste partout. C'est une décoration claire non seulement de leurs croyances, mais aussi de leur loyauté en tant que gang. Ce sont des gens prêts à utiliser la violence. Et en jouant une chanson des Dead Kennedys qui se moquent d'eux, le groupe donne au public une raison supplémentaire d'attaquer. Il est trop tard pour revenir en arrière, il faut donc être prêt à se battre dans le pire des cas. En termes d'armes, il y a peut-être une poignée de choses qu'ils pourraient utiliser pour se défendre, comme leur guitare, leurs pieds de micro et tous les meubles cassés qu'ils peuvent trouver. Le plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre sortie dans la salle verte, ce qui signifie qu'ils devront se battre contre une foule de punks mécontents pour atteindre une des sorties. Si vous regardez attentivement, quand le groupe arrive dans le bar, vous verrez qu'il y a 3 points d'entrée différents dans le bâtiment. Les seules portes dotées de fenêtres ou de bouches d'aération se trouvent ici et là. À part ça, il ne semble pas y avoir d'autres moyens de sortir du bâtiment, ce qui signifie que la seule sortie est par ces portes. Le bar est probablement placé devant la cuisine, et comme ils doivent pouvoir jeter les ordures quelque part, nous pouvons voir ici qu'il y a des poubelles juste à côté de cette porte, ça pourrait être un signe qu'elle mène à la cuisine. Si c'était moi, j'élaborerais un plan pour m'échapper avec mes compagnons de groupe après le spectacle, et je courrais vers cette sortie et je me dirigerais vers l'extérieur où je pourrais atteindre notre van rapidement. Je ne le ferai que s'il est clair que nous allons être attaqués et que c'est la meilleure chance que nous ayons de nous échapper avant que les choses ne dégénèrent. Pendant que le groupe joue, quelque chose se produit dans la foule en contrebas. Une brute rousse d'une tête de plus que les autres fixe le groupe d'un regard impassible. Malgré des lésions cérébrales évidentes, le type réussit à se diriger vers la salle verte pendant que le groupe continue à jouer. Quand il est parti, Daniel, un membre du gang qui se trouve à proximité, transmet un message discret à une fille appelée Emily. Un mosh pit se forme d'un coup comme un geyser, alors que le groupe passe à une playlist moins controversée et prend son rythme de croisière. Il est évident que ces blancs tatoués aiment leur musique, et c'est plutôt une bonne chose parce que ce concert pourrait bien être le dernier de leur vie. Après le concert, un homme de main nommé Big Justin attend avec de l'argent en main à la porte de la salle verte.
Des manœuvres passent devant le groupe et les aident à sortir leur matériel, quand Sam se rend compte qu'elle a laissé son téléphone en charge à l'intérieur pendant le concert. Pat propose de le récupérer pour elle, et il tombe sur la chose la plus effrayante qu'on puisse imaginer. Emily gît morte sur le sol au pied de Worm, une pince plantée dans la tête. Et il est clair qu'il l'a assassinée. C'est alors qu'Amber, une blonde traumatisée, commence à crier à Pat d'appeler les flics. N'ayant qu'un instant pour agir, Pat compose rapidement le 911 avec le téléphone de Sam, et il passe en trombe devant Big Justin qui l'attrape par la veste. Mais Pat s'en échappe en courant pour assurer la sécurité du reste de son groupe. L'opérateur du 911 décroche et Pat réussit à aboyer qu'il y a une agression au bar avant que Gabe ne parvienne par chance à l'attraper. Gabe lui arrache le téléphone des mains et met fin à l'appel au 911. Big Justin grogne des excuses timides en disant que le groupe rival Cowcatcher a oublié de verrouiller la porte de la salle verte et a tué Emily. Gabe est complètement dépassé par la situation, et il le sait. Il dit à tout le monde de s'accrocher et s'en va, laissant le groupe dans sa propre merde. Ok, notre groupe ne va pas s'en sortir vivant si nous ne prenons pas rapidement des décisions. Nous ne connaissons pas assez bien la disposition de ce bar pour dépasser les deux hommes qui bloquent le bout du couloir. Cependant, notre meilleure chance de nous échapper réside dans les précieuses secondes qui séparent le départ de Gabe et son retour. Nous pourrions risquer de tomber dans la salle principale du bar où se produira le prochain groupe. D'un côté, la salle principale est très bruyante. Ils pourraient ne pas entendre Big Justin qui leur crie de nous arrêter avant que nous ayons réussi à traverser la foule et à atteindre la porte d'entrée. D'autre part, il est difficile de savoir exactement combien de sorties il y a dans ce bâtiment, et nous ne savons pas s'ils peuvent faire le tour pour nous rattraper à la porte d'entrée. Il se peut aussi qu'ils sachent comment couper la musique et faire retomber la colère envers nous d'une foule vindicative à l'aide d'un simple interrupteur. Si c'était moi, j'utiliserais ma nervosité à mon avantage en me déplaçant beaucoup et en observant Gabe quand il s'éloigne. Il est impossible de savoir ce qu'il va faire, mais dès que je verrai qu'il a franchi une porte qui mène à l'extérieur, je saurai à quelle distance se trouve le point de fuite le plus proche. Dans cette optique, nous devons nous débarrasser de nos babysitters. Le premier, c'est Big Justin, qui se tient sur les escaliers menant à la salle verte. Pour autant que nous le sachions, il n'y a pas de sortie par là. Alors tout ce que nous avons à faire, c'est de le déséquilibrer. Tout à l'heure, nous apprendrons que Rhys est rompu à l'art du Jiu-Jitsu, et que c'est donc lui qui devrait mettre à terre Big Justin. Pendant ce temps, les trois autres pourraient distraire l'autre gars et lui claquer la tête contre le mur avec suffisamment de force pour le faire tomber au sol. Une fois les deux hommes à terre, nous pourrions sprinter vers la sortie utilisée par Gabe et nous enfuir dans les bois avant qu'il ne soit en mesure de réagir. Bien sûr, c'est risqué, mais c'est moins risqué maintenant, alors qu'ils ne sont pas encore sûrs du protocole. Une fois que le protocole entrera en vigueur, nous serons à la merci de l'ennemi dans un endroit où nous ne voulons pas être. La situation est tendue et les choses s'aggravent quand Gabe revient en brandissant un revolver. Il force le groupe à retourner dans la salle verte, alors qu'un appel arrive sur le portable de Sam. C'est le 911 qui rappelle après que la ligne a été coupée, et Gabe sort pour parler à l'opérateur. C'est le pire scénario dans lequel il pouvait se trouver. Big Justin verrouille la porte alors qu'Amber est soudainement frappée par la réalité. Elle reproche à Worm d'avoir tué son ami, mais il se contente de hausser les épaules. Sam essaie de voir le bon côté des choses et suggère qu'Emily n'est peut-être même pas morte, mais Worm dissipe vite ses doutes fantasques en retirant la pince enfoncée dans la tempe d'Emily. Les flics étant en route, Gabe agit rapidement et se rend dans une caravane pour parler à Clark, le comptable du bar, et il lui demande de trouver un partisan loyal. Agissant rapidement, Clark lui trouve des frères jumeaux qui acceptent de se poignarder l'un l'autre au moment où la police arrive, afin de dissimuler l'agression à l'arme blanche dans la salle verte. L'officier sort de la voiture et ordonne aux deux jeunes de se mettre à terre, sans se soucier du groupe enfermé à l'intérieur du bâtiment à ce moment précis. Malheureusement pour le groupe, Darcy, le propriétaire du bar et le grand-père le plus sociopathe du monde, arrive sur les lieux trop tard pour empêcher tout ça. Alors qu'il supervise une fouille minutieuse du van du groupe, Clark trouve les tubes de siphonnage et le bidon d'essence du groupe. L'homme réalise que c'est exactement ce dont il a besoin pour monter une histoire faite de mensonges et de fausses pistes en sa faveur. De retour dans la salle verte, le groupe commence à paniquer quand il réalise que personne ne sait qu'il a changé ses plans à la dernière seconde et qu'il est venu jouer dans ce bar. Rhys veut s'en prendre à Big Justin en arguant qu'il ne peut pas tous les tuer, mais l'homme ne se laisse pas intimider et il braque son arme sur eux. Il ne les tuera peut-être pas tous, mais il sait qu'il peut tirer au moins une balle avant qu'il ne puisse lui prendre son arme. Tout à coup, Gabe et Darcy arrivent à la porte. À la surprise du groupe, Gabe demande à Big Justin de leur donner l'arme. Confus, Big Justin refuse et demande si c'est une requête du propriétaire du bar. Il se détend quand il entend la voix de Darcy et que le vieil homme lui dit de donner l'arme déchargée pour que le groupe se sente en sécurité en ouvrant la porte. Personne dans la salle ne s'attendait à ce geste. Big Justin remet l'arme déchargée et se retourne pour quitter la pièce. Mais Rhys lui barre la route. Pat dit à Darcy qu'ils n'ouvriront pas la porte avant l'arrivée de la police. Alors que Big Justin commence à s'énerver, Tiger se jette sur lui et aide Rhys à le plaquer au sol. Rhys le coince rapidement avec une clé de bras.
Sam recharge rapidement l'arme, tandis que Pat prévient à nouveau Darcy que la porte ne s'ouvrira pas et que Big Justin ne sera pas libéré tant que la police n'aura pas frappé à la porte. Ok, c'est un scénario où on est maudit si on le fait et maudit si on ne le fait pas. Le groupe n'a aucun moyen de garantir sa sécurité s'il quitte la pièce, à moins d'utiliser Big Justin comme bouclier humain. Malheureusement, en raison de la taille imposante du gars, cette option n'est pas envisageable. En gardant Big Justin en otage dans la salle verte, ils sécurisent leur position pour le moment et obligent la bande de Darcy à se repositionner pour qu'ils puissent être récupérés en toute sécurité. C'est la meilleure mauvaise idée que vous ayez en ce moment. Prendre l'arme est aussi une mauvaise idée parce que Darcy n'a aucune raison de nous la laisser. Je suppose qu'il veut que nos empreintes soient utilisées pour d'autres raisons, mais c'est pas parce qu'on est coincé ici qu'on n'a pas d'autres options. Pendant que Big Justin est coincé avec la clé de bras, nous devrions fouiller chacune de ses poches. Nous devrions également trouver quelque chose pour gagner du temps au niveau du sol, afin de pouvoir riposter plus tard. L'autre option est un peu risquée, mais elle vaut la peine d'être tentée. Il est important de se rappeler qu'Amber est également membre de ce gang. Il est peu probable que la fille morte, Emily, soit la seule personne à la connaître. Il y a un système de sonorisation sur le mur de la salle verte, et elle devrait attendre que la musique du bar principal s'arrête entre deux chansons pour pouvoir faire une annonce à tout le bar. Si elle ne soulève pas de questions dérangeantes ou ne révèle rien qu'elle ne devrait pas, la jeune fille pourra repartir en vie. Mais nous savons tous que ce n'est pas vrai pour une raison simple. Darcy aurait facilement pu appeler le 911 et prétendre qu'il est arrivé au milieu d'une mauvaise situation, aggravée par les mauvais choix d'un de ses employés. Et il l'a presque fait. Il a renoncé à son déni de responsabilité parce que l'enjeu est plus important qu'un employé et qu'un chanteur de groupe qui va en prison pour meurtre. En venant parler lui-même au groupe et en hésitant à appeler la police, il a pratiquement confirmé qu'il n'avait pas l'intention de les laisser repartir vivants. C'est pourquoi nous devrions utiliser le système de sonorisation et lui rendre la vie très difficile. Amber pourrait annoncer que Worm a tué Emily et révéler un secret qu'elle connaît et qui pourrait monter les membres du gang les uns contre les autres. Et quand le chaos éclatera, ils pourront s'échapper en sauvant leur vie. Darcy est furieux qu'on ne lui ouvre pas la porte et il sort du bâtiment. Il élabore sa stratégie avec Clark et Gabe dans la caravane. Le vieil homme demande au comptable s'ils peuvent utiliser ses chiens de combat pour attaquer le groupe, et Clark acquiesce. Darcy lui dit d'amener 2 chiens et de se préparer à ce que sa maison soit utilisée dans le cadre de l'alibi qu'il est en train de fabriquer. Dehors, il trouve Daniel au volant de sa voiture de collection et Darcy lui demande de convoquer 4 membres des Lacets Rouges, des membres loyaux du gang qui ont versé leur sang pour le gang et qui sont prêts à faire tout ce que Darcy leur demandera. De retour à la salle verte, le groupe ouvre le plafond suspendu à la recherche d'une sortie, mais c'est une impasse. Pat fouille le corps d'Emily mais ne trouve que des cigarettes, un briquet et une serviette à cocktail avec le mot Fleischwolf écrit dessus. Ensuite, ils obligent Big Justin à vider ses poches. Ils sont ravis de voir qu'il a un cutter sur lui, mais il sort un téléphone portable et le casse avant qu'il ne puisse mettre la main dessus. C'est une perte dévastatrice de ne pas avoir pu l'utiliser avant. Tout à coup, l'électricité du bar est coupée et les plonge dans l'obscurité la plus totale. C'est la couverture de Darcy pour renvoyer le public chez lui et vider la salle afin que les Lacets Rouges puissent se débarrasser du groupe une fois pour toutes. Après le départ du public, Darcy paie le groupe rival Cowcatcher avec des sachets de substances illicites et les Lacets Rouges déplacent la camionnette du groupe dans le parking principal. Dans la salle verte, Tiger remarque une étrange lumière qui apparaît depuis le sol. Tout à coup, les lumières se rallument et on frappe à la porte. Darcy leur dit qu'ils sont libres de partir sains et saufs s'ils lui remettent l'arme, qui, selon lui, n'est pas enregistrée. Le groupe tente de négocier un téléphone, mais Darcy refuse. L'homme dit qu'il préviendra les flics qu'il est arrivé à son entreprise et a trouvé un groupe enfermé dans la salle verte avec un otage et une arme non enregistrée et qu'il a dû prendre des mesures défensives. La moitié du groupe plaide en faveur de la remise de l'arme, l'autre moitié tirerait volontiers à travers la porte. Malheureusement, ils n'ont que 5 balles et Amber l'avertit que tous ceux qui se trouvent derrière la porte ont certainement une arme chargée sur eux. Ok, ça devrait confirmer les soupçons de tout le monde que Darcy n'a pas l'intention de nous laisser partir en vie. C'est à ce moment-là que tous les membres du groupe devraient fouiller la pièce à la recherche d'armes. Dans le coin du fond, nous pouvons clairement voir un porte-vêtements fait de poteaux métalliques. Nous pourrions les démonter et commencer à casser la cloison intérieure pour voir ce qu'il y a derrière. Dans quelques instants, nous découvrirons que les murs sont en briques, ce qui signifie qu'avec un peu de patience et d'organisation, nous pourrions les défoncer. Tout d'abord, nous devons ciseler le mortier d'une seule brique jusqu'à ce que nous puissions l'extraire. Quelle que soit l'épaisseur du mur, nous pouvons enlever le mortier jusqu'au sommet des briques au-dessus de l'espace vide, jusqu'à ce que le mur devienne structurellement instable et finisse par s'effondrer de lui-même. Ce processus peut sembler long, et il le sera probablement, mais pour l'instant, nous avons le temps, et c'est tout ce dont nous avons besoin pour tester la théorie. Nous pouvons également utiliser ces poteaux métalliques comme arme blanche et arme de frappe. L'arme blanche sera particulièrement importante avec les assaillants. Poussées avec suffisamment de force, ces perches transperceraient facilement la chair molle de l'abdomen humain. Il y a aussi le système de sonorisation sur le mur.
Si un message est hors de question, notre meilleure option consisterait à diffuser de la musique dans la salle, si fort qu'elle pousserait Darcy et les autres personnes à sortir du bâtiment. À ce moment-là, je me faufilerai dans la salle en brandissant l'arme jusqu'à ce que je trouve chaque sortie et que je la verrouille à l'intérieur, pour que plus personne ne puisse entrer dans le bâtiment. Une fois le club sécurisé, je chercherai un téléphone fixe, un ordinateur ou d'autres armes. Si je ne trouve pas de téléphone, je réfléchirai à l'endroit le plus propice à une embuscade ou à un piège, parmi les 3 entrées de l'immeuble. Ensuite, je tendrai un piège à la porte la plus proche du point de vue de la personne qui entre et je verrouillerai toutes les portes et fenêtres à l'exception de cette entrée, créant ainsi un entonnoir de la mort en notre faveur. Sans aucun moyen de pression, le groupe décide de rendre l'arme. Rhys force Big Justin à se remettre au sol en position de clé de bras. Pat et Amber écartent le canapé avant de se pencher pour regarder à travers une brèche dans le quart inférieur de la porte. Pat ouvre la porte, prêt à passer l'arme, mais à la dernière seconde, Amber voit que Darcy n'est pas seul dans le couloir. Les lacets rouges sont avec lui. Amber crie à Pat qu'ils sont là pour les tuer, mais il est trop tard. Les lacets rouges saisissent son bras et le pistolet et tentent de le tirer dans le couloir. Tiger et Sam essaient de le ramener à l'intérieur alors qu'il hurle de douleur. Sur le sol, Rhys brise le bras de Big Justin puis se précipite pour aider à sortir Pat de l'emprise terrifiante et verrouiller la porte avant que les lacets rouges ne puissent entrer. Ils ont perdu l'arme et le bras de Pat a été tellement entaillé que sa main est à moitié amputée. Big Justin se relève tel un vautour derrière eux dans la pièce et il enferme Amber avec son bras valide avant d'attraper le cutter. Rhys l'attrape par derrière et l'envoie au sol en lui bloquant la tête. Il le maintient en place en le privant de sang et d'oxygène jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Presque robotiquement, Amber ouvre la panse de Big Justin inconscient du nombril à la cage thoracique à l'aide du cutter. La mort est brutale et il est clair pour tout le monde que cette fille est une tueuse de sang-froid. Les autres s'efforcent de sortir de ce piège à rats. Amber défonce le mur, exposant le plancher en dessous. Sam s'attaque à l'amiante du plafond et Tiger perce le plancher en bois à l'endroit où il a vu une faible lumière dans le noir. Rhys agrandit le trou, révélant un bunker sous la salle verte, et il descend pour enquêter. Tiger allume les lumières et découvre un laboratoire entièrement équipé qui n'attend qu'un redneck pour en profiter. Le groupe explore tout le sous-sol. Il s'agit principalement d'un espace de stockage avec une section pour l'équipement de laboratoire. Une échelle branlante mène à une trappe métallique qui donnerait sur le parking à côté du bar, si elle s'ouvrait. Tiger et Rhys essaient tous les deux de forcer l'ouverture, mais aucun effort n'est suffisant. Et ils quittent le sous-sol, persuadés qu'il s'agit d'une autre impasse. Ok, aucun de ces punks ne le sait, mais ils viennent en fait de mettre la main sur un trésor de moyens potentiels pour sortir de cet endroit. Cette substance est un composé manufacturé nécessitant au moins un agent acétylé au cours du processus. Ils devraient donc chercher dans les produits chimiques de ce sous-sol de l'anhydride acétique ou du chlorure d'acétyle. Nous voyons de nombreux flacons avec un signe d'avertissement sur leur inflammabilité quand ils quittent le laboratoire. YouTube ne me laissera pas vous dire comment, mais sachez que ces 2 produits chimiques sont extrêmement inflammables. Ils peuvent être utilisés pour fabriquer une sorte d'arme explosive à lancer, que le groupe pourrait utiliser pour forcer les hommes de Darcy à quitter le club et leur donner une chance de s'enfuir dans les bois. Ils devraient également chercher de l'acide chlorhydrique ou sulfurique dans les rayons. En plus d'être des produits courants dans une cuisine, ils sont également très efficaces pour ronger le mortier utilisé pour construire les murs en briques. Si c'était moi, je trouverais plusieurs paires de gants résistants dans le labo, puis je verserais soigneusement l'acide sur les briques, jusqu'à ce que le mortier commence à se dissoudre. Une combinaison de coups de pioche avec les tiges métalliques du porte-vêtements et d'autres coulées d'acide devrait nous permettre de traverser le mur. S'ils ne trouvent pas d'acide chlorhydrique ou sulfurique, ils doivent chercher de l'acide nitrique, qui est également couramment utilisé à la place des 2 autres dans le traitement des substances illicites. Alors que l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique peuvent ronger le métal avec le temps, l'acide nitrique dilué avec de l'eau réagit très rapidement avec l'acier inoxydable. Ici, nous pourrions certainement utiliser cette méthode pour ronger la trappe en acier qui nous empêche de sortir du labo. Le plus curieux, c'est que Darcy ne se soit pas contenté de faire entrer ses hommes dans le labo par la trappe et d'attaquer notre groupe par le sol. Un homme comme Darcy, qui a accès à autant d'armes diverses, devrait pouvoir mettre la main sur une grenade lacrymogène. Un lacet rouge pourrait entrer dans le labo et enfumer le groupe avec un temps record, tandis que les autres attendraient dans le couloir pour les tuer au moment où ils tenteraient d'échapper au gaz irritant. Enfin, même si le conduit de ventilation n'a que 15 cm de diamètre, la plupart des conduits sont construits selon certaines normes, et ils laissent un espace libre d'au moins 15 cm entre le conduit et la charpente. La taille moyenne connue de la poitrine d'un homme adulte svelte se situe entre 23 et 28 cm, et ces punk rockers ne mangent visiblement pas beaucoup. Ça vaudrait vraiment la peine d'enlever le conduit et de voir si Tiger ou Rhys ont assez d'espace pour se déplacer dans la charpente jusqu'à ce qu'ils atteignent les vents extérieurs. Pendant que Tiger pense la blessure de Pat avec du ruban adhésif, la frustration finit par lasser Rhys. Il décide qu'il est temps de quitter la salle verte et d'explorer le reste de la salle. Armé d'un cutter et d'un poteau métallique que Tiger a arraché au plafond, le groupe se prépare à fuir.
Il se précipite hors de la salle verte, s'attendant à voir débarquer une armée. Mais au lieu de ça, il trouve le bar complètement désert. Reese conduit le groupe dans la salle principale du bar, mais un bruit terrible se fait entendre. La porte d'entrée s'ouvre et un chien d'attaque en laisse apparaît dans l'obscurité comme un spectre des enfers. Le groupe se disperse, mais Tiger ne parvient pas à s'écarter à temps. Le chien le renverse et lui arrache la gorge en quelques secondes. Et ça fait une victime, et il en reste 4 à tuer. Reese se précipite vers la salle de stockage. La porte de sortie est verrouillée, mais la fenêtre à côté est ouverte. Son corps a à peine touché le sol quand un lacet rouge se jette sur Reese et le poignarde à plusieurs reprises. Il est encore en vie quand les membres du gang fouillent ses poches à la recherche de son portefeuille et des clés de la camionnette. Mais il ne les a pas. Pendant ce temps, Sam se glisse discrètement dans un couloir jusqu'à la sortie arrière. Elle trouve un extincteur, tire sur la goupille et ouvre la porte. Alors qu'elle pulvérise l'extincteur à l'aveuglette sur son assaillant et le repousse à l'extérieur, il ferme la porte à double tour tout en essuyant les produits chimiques de ses yeux. De retour dans le bar principal, Clark envoie le chien d'attaque à la poursuite d'Amber. Il l'attrape sur la scène et lui dévore la cheville comme un chien le ferait avec son jouet préféré. Elle brandit un pied de micro qu'elle utilise pour essayer de repousser le chien. C'est alors que Pat se précipite, saisit le micro et le colle contre l'amplificateur pour que les haut-parleurs hurlent avec le Larsen. Le chien s'éloigne du bar et Clark le suit, ce qui donne à Amber et Pat le temps de se réfugier dans la salle verte avec Sam. Ok, des pertes comme celle-ci doivent être évitées à tout prix. Une fois qu'ils ont réalisé que le bar était vide, avant de faire quoi que ce soit d'autre, ils auraient dû courir jusqu'à la porte d'entrée et la verrouiller de l'intérieur. Ces portes s'ouvrent vers l'extérieur, ce qui signifie qu'il sera plus difficile de les fermer hermétiquement. Mais pas impossible. Pour ce faire, ils auront besoin de 2 rallonges électriques, de cordes ou même de longs rideaux. Ils devront ensuite en attacher une au centre des bords extérieurs de chaque porte et l'autre à un meuble lourd ou à un objet amovible situé de l'autre côté de la pièce. Dans une situation comme celle-ci, le contrôle de l'environnement fait la différence entre la vie et la mort. Si c'était moi, j'aurais demandé à Reese de diriger les opérations, de tenir l'arme devant eux et de se préparer à tirer sur n'importe qui ou n'importe quoi venant vers eux depuis l'entrée. Ça aurait neutralisé le chien et forcé Clark à s'enfuir ou à mourir. Même s'ils ne savaient pas que les chiens d'attaque faisaient partie de l'arsenal de leurs ennemis, ils auraient dû quitter la salle verte armée d'une manière ou d'une autre. Les poteaux métalliques ou les produits chimiques inflammables auraient fait d'excellentes armes. En tout cas, ils auraient dû ramasser des objets en se déplaçant. Ils n'auraient pas dû chercher des moyens faciles de sortir du bâtiment avant d'avoir eu l'occasion de le sécuriser et d'en examiner les moindres recoins. L'utilisation du retour du microphone pour faire fuir le chien a été un coup de chance. Mais au lieu de se servir du pied de micro comme d'un bouclier, Amber aurait dû frapper le cou du chien avec l'extrémité la plus large pour causer le maximum de dégâts. Nous pourrons nous excuser auprès de John Wake plus tard. Pour l'instant, nous devons nous assurer que ce chien ne pourra pas revenir pour nous achever. Une fois que Clark s'est retiré avec le chien, nous devons agir rapidement et barricader la porte d'entrée avant toute autre chose. Ensuite, nous devrons aller à la salle de stockage dans laquelle Reese s'est échappée et jouer à Maman j'ai raté l'avion avec ses connards. Quiconque entrera par la porte ou la fenêtre se prendra des clous ou du verre sous les pieds ou un lance-flamme dans la face façon Kevin McAllister. Le plus grand danger ici est la sortie que Sam tente d'emprunter. Cet endroit ne se ferme pas de l'intérieur, ce qui semble insensé d'un point de vue commercial. Mais ça nous portera malheur quand nous tenterons de fortifier cet endroit. Puisque cette porte ne peut pas être sécurisée, c'est ici que je mettrai en place mon entonnoir de la mort. Je sécuriserai les 2 autres issues, puis j'entasserai des déchets pour créer une barrière au bout de l'étroit couloir. Idéalement, elle serait assez haute pour que les chiens ne puissent pas sauter par-dessus, mais avec suffisamment d'espace en haut pour tirer sur tout ce qui pénétrera dans le couloir, bien sûr. Avec l'ensemble du club à notre disposition, nous pouvons maintenant chercher des armes, des téléphones et un accès au toit, que nous pourrions utiliser pour lancer des bombes inflammables à la tête des lacets rouges. Nous pourrions même lancer une bombe incendiaire dans la forêt qui entoure le complexe. Un feu de forêt obligerait les hommes de Darcy à intervenir, ou à s'enfuir et à faire intervenir les pompiers. Darcy ne tarde pas à envoyer d'autres lacets rouges, mais il ne se rend pas compte qu'il envoie un traître. Daniel, le cousin de Tad, se porte volontaire pour entrer dans le bar, et alors que Gabe tire le corps de Tiger, les hommes réalisent que le gamin est mort. Ça fait 2 victimes, et il en reste 3 à tuer. Il défonce la porte de la salle verte, mais s'arrête avant de tuer Pat, Sam et Amber. Il exige de savoir où se trouve Emily, et Amber lui montre le corps recouvert d'une couverture sur le sol. Daniel demande qui l'a tué, mais il refuse de croire Amber quand elle lui dit que c'est Worm qui l'a fait. Il s'avère que lui et Emily avaient l'intention de se détourner du gang et de s'enfuir, et c'est pour cette raison qu'elle a été tuée. Dehors, Darcy sent que quelque chose ne va pas. Gabe admet qu'il savait qu'il se passait quelque chose entre Daniel et Emily, et Darcy va enquêter sur la voiture de Daniel. Il ouvre le coffre et découvre qu'il est rempli de leurs affaires et qu'ils étaient prêts à s'enfuir. Il remarque alors quelque chose de plus grave caché au fond du coffre. Il y a quelque chose enveloppé dans du plastique. Darcy explique à Gabe qu'il s'agit d'une arme utilisée l'année dernière.
Daniel avait prétendu l'avoir détruite après l'attaque, mais il l'avait gardée et avait entrepris de faire chanter Darcy pour qu'il les protège lui et Emily. Au lieu de tuer son compagnon des lacets rouges comme il le devrait, Daniel renvoie l'autre membre du gang. Il accepte d'aider le groupe à s'échapper, mais il ne va pas aller loin. Alors qu'il ramasse des cartouches derrière le bar principal, le barman entre et lui tire une balle dans la tête. Amber s'empare du pied de micro et claque l'arme contre le mur. Sam le désoriente avec l'extincteur et Pat l'achève en lui assénant une profonde et soudaine entaille au cou avec la machette de Daniel. Au bout du compte, le choc commence à prendre le dessus sur tout le monde. Alors que nos 3 survivants pénètrent dans le parking, les lacets rouges ouvrent le feu et touchent Amber à la cuisse. Elle lâche son arme et Sam la récupère. Elle tire sur un des chiens de Clark juste avant qu'il ne s'attaque à elle et la mette en pièces. Ça fait 3 victimes et il en reste 2 à tuer. Pat et Amber sont forcés de retourner à l'intérieur sans armes et les lacets rouges verrouillent toutes les entrées du bar. Ok, on dirait que le guitariste de ce groupe punk vient de se lancer en solo. Sortir par la porte d'entrée a toujours été la moins bonne option pour s'échapper. Cet espace dégagé et plat les laissera exposés et très visibles dans la plupart des situations. C'est un endroit encore pire quand on se trouve en infériorité numérique par rapport à des gens qui ont plus d'armes et plus d'expérience que soi. Il y a cependant une chose qui pourrait les aider. Quand Pat et Amber retournent en titubant à l'intérieur, on constate qu'un lourd rideau de satin sépare l'entrée du bar principal. Ça peut sembler anodin, mais le fait de tirer le rideau sur l'entrée réduirait la visibilité de l'ennemi sur une grande partie du bâtiment. Ça pourrait même réduire leur visibilité suffisamment pour empêcher toute attaque future par cette porte. Si c'était moi, au lieu de sortir, j'aurais tiré le rideau sur l'entrée et j'aurais allumé le retour du microphone pour empêcher Clark d'envoyer d'autres chiens. Ensuite, je me serais positionné avec l'arme à feu à l'extrême droite du rideau, de sorte que seuls les canons puissent pénétrer dans le hall d'entrée. De cet angle, nous pourrions dégommer tous ceux qui tenteraient de franchir la porte d'entrée sans qu'ils nous voient. Pendant ce temps, quelqu'un de mon côté devrait aller derrière le bar et fouiller le corps du barman et de Daniel à la recherche d'un téléphone. Nous perdons des ressources potentielles précieuses à chaque fois que l'un d'entre nous oublie de le faire. L'autre option qui s'offre à eux serait d'utiliser les produits chimiques du laboratoire pour tendre un piège mortel à ceux qui franchiront la porte d'entrée. Ils pourraient tirer le rideau de l'entrée et l'humidifier avec de l'anhydride d'acide ou du chlorure d'acétyle. Cette méthode pourrait offrir un certain nombre de possibilités. Pour commencer, ça permettrait de tenir les chiens à l'écart. Pour ce faire, il faut allumer une cigarette et la laisser brûler sur un tabouret de bar au bord du rideau imbibé de produits chimiques. Quand quelqu'un écartera le rideau pour faire irruption dans la salle principale du bar, la cigarette touchera les produits chimiques et mettra le feu au rideau. Les survivants se retirent à nouveau dans la salle verte, et l'homme aide à scotcher la blessure par balle d'Amber. Il lui raconte l'histoire épique d'un match de paintball au cours duquel un joueur qu'il a connu a trompé une escouade de Marines, en les déconcertant par son jeu anarchique. Inspiré, Amber prend un marqueur et suggère qu'il devrait suivre l'exemple du gars dont Rhys parlait. Pendant ce temps, dans la caravane de la compta, Darcy récompense Gabe pour son dur labeur de ce soir, en lui offrant sa propre paire de lacets rouges. Il dit qu'ils vont avoir besoin de nouvelles recrues, laissant entendre à Gabe que les substances illégales qu'il a données à Worm et aux autres membres des Cowcatchers étaient empoisonnées. Clark donne à son chien blessé une injection d'adrénaline pour le renvoyer avec les lacets rouges et mourir au combat. Darcy ordonne alors à ses hommes d'achever Amber et Pat comme ils le voudront. Avec les corps des autres membres du groupe, ils ont suffisamment d'alibi pour que les derniers disparaissent. L'un d'entre eux prévient qu'il ne lui reste plus que 3 cartouches. Les lacets rouges entrent une dernière fois dans le bar, mais Amber et Pat sont prêts à les accueillir. Ils déclenchent l'équipement sonore qui fait fuir le chien. Les lacets rouges ouvrent la porte de la salle verte et découvrent que Pat s'est rasé le crâne et s'est peint le visage à l'aide d'un marqueur. Il s'autoproclame Odin et saute dans le sous-sol, heurtant le sol douloureusement à cause de sa blessure au bras. En quelques secondes, il se relève et frappe contre tout ce qui l'entoure avec sa machette, attirant l'attention des membres du gang sur le trou. L'un d'eux s'y engouffre à sa suite, laissant l'autre observer la scène d'en haut. Non loin de là, Amber émerge comme par enchantement de sous les coussins du canapé. Elle se faufile jusqu'à l'autre lacet rouge avec son cutter et l'attaque par derrière, le tuant sur le coup. Elle s'empare de l'arme de l'homme mort et prévient Pat que l'autre lacet rouge qui se trouve avec lui dans la cave n'a plus que 3 cartouches à sa disposition. Elle tire dans la cave et trompe le punk en lui faisant tirer son premier coup de feu. Amber asperge le sous-sol avec l'extincteur pour créer un voile de brume. Elle suspend les jambes du lacet rouge dans le trou du sol, mais le voyou ne tombe pas dans le piège. Pat attaque le lacet rouge depuis une autre pièce, l'envoyant sur le sol. Le gars tire sa 2e cartouche, et Pat esquive. Tout à coup, des jambes apparaissent dans le trou du plafond. Le lacet rouge tire son dernier coup de feu dans la jambe du corps, pensant qu'il s'agit d'Amber. Mais quand le corps tombe, on voit qu'il ne s'agissait que d'Emily. Pat essaie de recharger le fusil, mais il peine avec son bras blessé. Le lacet rouge l'attaque et le domine. Mais Amber se faufile derrière lui et abat le gars de 2 balles dans la tête. Ce qui met fin au combat. Ok, c'était un combat amusant et j'admets que j'ai aimé l'utilisation de ses corps pour forcer le lacet rouge à utiliser ses dernières munitions. Mais si on veut être tout à fait honnête, ça aurait pu très facilement mal tourner. Il ne s'agit pas de Mortal Kombat, on ne gagne pas de points pour le style.
Toute posture où nous sommes acculés ou risquons d'être découverts par un adversaire n'est pas la position offensive ou défensive la plus forte. Surtout quand on est tous les deux blessés. Malheureusement, aucun des deux ne sait que le reste de la bande de Darcy a quitté la zone. Si nous l'avions su, nous aurions pu enregistrer une petite conversation sans intérêt dans le système audio, puis la laisser tourner en boucle dans la salle verte pour y attirer les lacets rouges pendant que nous nous serions échappés par une autre porte. En l'état, se cacher dans le canapé est un risque énorme que nous ne pouvons pas nous permettre de prendre. Il suffit que ce type tourne la tête pour que nous soyons grillés. Nous devrions plutôt nous cacher dans la petite pièce adjacente à la salle verte pendant que Pat attire une des brutes dans le sous-sol. Ensuite, nous pourrons toujours sortir avec notre cutter et tuer le lacet rouge à notre niveau avant même que l'autre ne s'aperçoive qu'il est out. Et une fois armés de l'arme de poing du type, nous pourrons sagement attendre que le lacet rouge du sous-sol se tourne vers l'arrière-salle où se cache Pat avant de lui tirer une balle dans la nuque depuis notre poste en hauteur. Amber et Pat sortent du labo et trouvent Gabe en train de nettoyer. N'ayant rien pour se défendre, l'homme à bout de force se rend. Tenant Gabe en joue, les 3 personnes quittent le bar et s'enfoncent dans les bois. Alors qu'ils marchent, le groupe entend des coups de feu à proximité et Gabe les avertit que Darcy est en train de se fabriquer un alibi en utilisant les corps des membres du groupe. Voyant là une occasion de se venger, Amber et Pat décident de ruiner ses plans. Ils libèrent Gabe et se dirigent vers la route où se trouve Clark avec un des skinheads. Ils pointent leurs armes sur eux, prennent les hommes en otage et se dirigent vers la baraque du comptable. C'est là que Darcy a arrangé les corps des amis de Pat pour faire croire que le groupe a été tué en essayant de siphonner l'essence du véhicule de Clark. Furieux, ils abattent les hommes l'un après l'autre et se vengent pour tous ceux que les skinheads ont assassinés. Maintenant que c'est fait, ils vont pouvoir survivre à une autre journée rock et vont enfin pouvoir se détendre, en espérant que le prochain concert où ils iront ne sera pas aussi violent. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Green Room? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!